Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au balado Au-delà des frontières, ici au Centre d'accueil pour nouveaux arrivants francophones. Donc aujourd'hui nous avons un invité spécial qui nous rejoint pour la deuxième fois. La première fois nous avons discuté de l'organisation CANAF, de ses buts et de certains projets. Mais aujourd'hui nous espérons parler de son trajet en tant qu'immigrant ici au Canada et comment ça s'est passé de venir de son pays d'origine et de s'installer ici avec succès au Canada. Donc, sans plus tarder, bonjour Monsieur Ngenzi, comment allez-vous? Bonjour Omar, ça va bien? Ça va, ça va. Ouais, merci beaucoup encore une fois de me recevoir. Bien sûr, bienvenue. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler un peu plus de votre expérience étant un nouveau arrivant ici au Canada. Et je présume que vous étiez venu ça fait des années, mais ma première question, c'est quel est votre pays d'origine, premièrement, et qu'est-ce qui vous a amené ici au Canada? Ok, bonjour encore Omar, mais c'est une question intéressante. Mes origines, je suis originaire du Rwanda, le pays de l'Afrique centrale, et puis je suis arrivé au Canada en avril 1997, le 16 avril, je ne peux pas oublier la date, en après-midi, à travers la frontière Buffalo, Ontario. Donc, c'est là, je suis arrivé parce que dans mon pays d'origine, on avait eu des problèmes de sécurité, mais c'est la guerre qui est connue, c'est un génocide qui s'est passé en 1994. En ce moment, j'étais en France comme étudiant et je m'apprêtais à retourner. Mais quand le génocide a eu lieu, bon, j'attendais un peu, puis je suis retourné visiter. J'ai vu que la vie était encore difficile et j'avais 3 enfants. En ce moment-là, je me disais, si je retourne avec les 3 enfants, que quelque chose arrive encore et que je n'arrive pas à sortir, je ne vais jamais me pardonner, surtout pour les enfants qui n'ont rien décidé. Là. Alors c'est là qu'on a décidé avec ma femme de venir immigrer d'abord aux États-Unis, c'était le rêve. Mais arrivé là-bas, on a vu que c'est compliqué parce qu'on n'avait pas la langue et puis on n'avait pas d'autres sponsors, quoi que ce soit. Et nous avons rencontré quelqu'un qui était à Buffalo, qui connaissait bien la région. Les deux c'est une sœur. Et puis la sœur avait été directrice à l'école où mon épouse avait étudié. Et comme ça, ils se sont connus. Et puis, il nous a conseillé qu'au Canada, c'est mieux. Surtout que les enfants venaient de France, parlaient français, nous aussi. Et le Canada étant bilingue, on a dit c'est mieux de venir ici. C'est comme ça qu'on a commencé donc à mijoter les idées de venir au Canada. Et on s'est installé la première année, la première fois, le premier jour, à Niagara, la région de Niagara, dans la petite ville de Sainte-Catherine. Donc, ce qui m'a amené ici, c'est vraiment la recherche de sécurité. Et nous sommes arrivés comme demandeurs d'asile, réfugiés demandeurs d'asile. Ok. Ok, donc vous êtes venu ici dans le rêve de trouver quelque part qui est plus stable que le pays. Ok. En fait, je pense que je commence à oublier, mais à ce moment-là, c'était vraiment très compliqué. Parce que quand tu as vécu à travers un pays en guerre, c'est des traumas, c'est des traumatismes, des choses, les plaies sont encore très béantes. Là, et puis, on a perdu les gens de la famille, des amis, des écoles, des collègues, des quoi. Puis, chaque village dans notre pays, chaque coin avait été touché. Donc, je ne vais même pas entrer dans ça là. Mais puis, au point de vue international aussi, la situation était très, très mauvaise parce que si tu avais un passeport de ce pays-là, du Rwanda, soit quelqu'un avait participé au génocide était comme un criminel, donc on ne veut pas de ces personnes-là de toute façon. Et si même si tu as été victime et tu n'as pas été criminel, on ne veut pas de toi parce que on sait que tu viens pour demander l'asile. Donc d'une façon ou d'une autre, on n'était pas bienvenu dans aucun pays. Alors c'était de dire comment est-ce que je peux trouver un endroit stable pour élever les enfants, pour le futur, etc. Et c'est comme ça qu'on est venu au Canada. Et vraiment là, le Canada nous a bien accueillis depuis le premier jour.
Et ce que j'ai aimé, parce que moi, je venais de France, c'est deux pays complètement différents. Ouais. Du point de vue, l'attitude par rapport à l'immigration. Le Canada est un pays d'immigration. La France, oui, c'est des vieux pays là, de l'Europe où on a des siècles, des gens qui viennent, qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, c'est leur terroir. Alors la question, c'est de savoir, tu es ici, mais quand est-ce que tu vas retourner chez toi? Ouais. Même si c'est des amis, même quand la guerre avait éclaté. Alors qu'au Canada, on te dit, ok, bienvenue. Et puis, quand est-ce que tu vas retourner pour chercher ta famille? Est-ce que tu as une famille qui va te rejoindre? Donc, cet accueil, quand même, donne un peu de la tranquillité en partant. Et puis, on se sent accepté le premier jour. C'est vraiment là une bonne chose si tu compares les deux pays. Ouais. Mais, parmi les défis qu'on avait, le premier, c'est bien sûr de passer ce test de demandeur d'asile. Ouais. Parce que quand on fait une demande d'asile, on ne sait pas si on sera reçu, si on sera rejeté. Donc, c'est tout ce processus-là, c'est comme aller au tribunal, il faudra passer à travers les avocats. Et pendant qu'on est en train de faire ça, on n'a pas droit à certains services. Donc, mais c'est la vie et puis c'est un passage. Ouais. Donc, avec tout ce trajet-là, quand vous êtes arrivé ici, vous êtes ici, vous êtes au Canada, comment s'est passé ce premier mois ou même ces premières années quand vous vous êtes installé ici? Est-ce que c'était plus facile que prévu? Est-ce que vous étiez complètement perdu? Bah, écoute, pour moi, à ce moment-là, c'était comme une lune de miel. Parce que on vient des pays traumatisés, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais maintenant au moins, on se dit, je vois au bout du tunnel, il y aura une lumière, pourvu qu'on m'accepte. Et puis les gens ne sont pas nécessairement, te rejettent pas, les gens ne te disent pas retourne chez toi ou quoi là, mais seulement c'est de t'aider comme ils peuvent. Comme là, le premier charitaire qui nous a accueillis par exemple, je m'en souviens toujours, s'appelle Chez Marie, c'est à Sainte-Catherine. Alors, eux, ils accueillent les gens les premières semaines, puis ils aident à trouver un logement, à trouver les premiers équipements domestiques, et puis à trouver un avocat, à trouver le premier service, peut-être quelqu'un qui peut vous aider à faire un CV. Donc, alors, ça, c'est vraiment bien d'avoir des services de ce genre. Même chez Marie aujourd'hui, quand j'y pense, c'est encore comme chez moi. On aimerait y retourner. Nous sommes restés là-bas comme à peu près 2 mois avant de trouver notre propre maison. Les enfants ont commencé à fréquenter, à aller à l'école, les écoles catholiques en français. Parce qu'une autre chose, on sait qu'on venait dans une province anglophone, mais on a dit pour les enfants, pour juste ne pas accentuer le choc culturel, on a dit on le laisse en français, mais on se dit en septembre, c'était en avril, on se dit en septembre, on va les mettre en anglais. Mais après l'été, on a vu qu'ils nous suppliaient aussi, laisse-nous en français, laisse-nous en français. Mais on a vu qu'ils ont commencé à se débrouiller en anglais déjà. C'est ça, ils commencent à parler très vite. Et plus tard, ça c'est parmi les quelques conseils, c'est des expériences de venir ici là, comme les parents qui ont des enfants, mais qui sont francophones. Je conseille de ne jamais les mettre en anglais. Au minimum, les mettre dans les écoles d'immersion, mais l'idéal, c'est de les garder en français. Parce que comme la plus jeune, à ce moment, avait 5 ans, elle a commencé vraiment l'école primaire ici. Et nous avons vu que son français n'était pas bien constitué. Donc, on a eu de la difficulté à garder son français qu'à garder son anglais. Donc, c'est ça. Là. Alors, les écoles en français dans le milieu minoritaire, c'est vraiment une bonne chose pour les francophones qui veulent garder les 2 langues. En plus, ça devient comme un cadeau parce que les enfants deviennent bilingues complètement. Ils deviennent bilingues complètement. Mais il faut les garder plus longtemps en français plutôt qu'en anglais. Bon, les miennes, les nôtres, ils sont restés noués jusqu'à la fin du secondaire. Et ils ont pu
entrer à l'université, à choisir sans problème. Bilingue. Ouais. Et puis, même toi, tu as fait l'école en français. Ouais. Ou toi, tu as fait l'immersion. J'ai fait immersion. Et c'est vrai ce que vous avez dit. J'aurais aimé prendre les classes en français. Parce que même si c'est immersion, c'est plutôt anglais que français. Donc c'est ça. Mais une chose que je sais, c'est que l'anglais qu'ils étudient, c'est l'anglais universitaire. Donc, il n'y a pas de différence. Même quand on voit les tests d'anglais, c'est la même chose. Des fois, même, comme ici en Alberta, les tests d'anglais dans les écoles francophones, ils peuvent des fois faire mieux que les gens qui sont en anglais. Donc, moi, je dis aux parents, il ne faut pas se causer des problèmes de choix comme ça, là. Les enfants vont apprendre l'anglais sans problème. Oui. Donc, dans ces premières années, qu'avez-vous appris soit de la société canadienne ou soit de vous-même et de votre famille étant dans un environnement anglophone, dans un nouvel environnement ici au Canada? Oui. Après la lune de miel, les vraies affaires commencent parce qu'on commence à chercher du travail, on commence à chercher la vie en général, à s'installer, à s'intégrer. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas aussi facile. D'abord, la première chose que je peux dire, c'est que les francophones qui ont étudié dans le système francophone, souvent c'est en Afrique, mais c'est aussi lié au système français, etc. C'est complètement différent du système d'Amérique du Nord. Ce n'est pas seulement l'éducation, c'est aussi la conception du travail. Quand tu arrives, ce qu'on te demande, ce n'est pas tes diplômes. C'est que tu es capable de faire réaliser la tâche qu'on te demande. Alors que d'où nous venons, les systèmes dans lesquels nous avons appris, plus tu as un diplôme avancé, plus on pense que tu peux faire mieux le travail. Alors ça, nous luttons avec ça pendant longtemps. Comment j'ai une maîtrise, comment j'ai un doctorat, puis on ne peut pas m'apprendre. Mais ça, c'est les choses qu'on apprend avec le temps. Par exemple, j'ai fait mes premières entrevues. Bon, bien sûr, il y avait le problème de la langue, la barrière de l'anglais, parce que même l'anglais que nous avions appris à l'école, c'était plus comme British. Donc, même la prononciation, tu ne peux même pas demander de l'eau. Et si tu parles, on ne va même pas t'écouter. Oui, tu peux lire là, parce qu'avec notre grammaire en français, nous apprenons plus facilement la grammaire en anglais quand même. Mais la prononciation, les expressions, etc., c'est compliqué. Alors, pour 3 entrevues en affilée, personne ne t'appelle même. On ne m'appelait même pas. Et après, j'avais eu une entrevue en français. C'était toujours à Niagara, je le dis toujours. Et je l'avais bien fait, et c'était pour travailler en français, mais on m'a dit qu'on regrettait de me prendre. Je ne sais pas si pourquoi. Mais après, j'ai su qu'ils ont pensé que j'étais trop qualifié. Donc, ok, même si je viens, je commence, je ne vais pas rester là. Donc, ils m'ont rejeté à cause de ça. Alors, je l'ai su parce que je passais à travers des centres d'emploi. Et le centre d'emploi m'a appelé une autre fois. Il m'a dit, nous avons trouvé notre travail pour toi. Je dis, mais écoute, si c'est encore aller faire les entrevues, je ne vais pas, vraiment, je ne voulais pas y aller. Alors, il m'a dit, non, pour cette fois, vous ne ferez pas d'entrevue. Tout est prêt. C'était comme des programmes du gouvernement pour l'emploi même des jeunes. Je ne sais même pas si j'étais jeune à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai qualifié. Et c'est en fait ce qui m'a ouvert la porte pour les autres emplois que j'ai eu dans l'avenir. Parce que c'était un temps partiel, c'était dans un collège francophone, et c'était comme assister à un coordonnateur, à une coordonnatrice, pour tout ce qu'elle fait. Moi, j'assiste, c'est tout. Et puis, c'était à temps partiel, donc on m'a fait comme un placement. Alors, dans ce placement-là, c'est là qu'il m'a mis juste là. Il n'y avait pas d'entrevue, il n'y avait rien. Donc, j'ai commencé à travailler. Et puis, plus qu'on travaillait avec la coordonnatrice, là, c'était les services en santé dans un collège francophone qui était à Welland. C'était le collège des Grands Lacs à ce moment-là. Il voyait comment je peux travailler. Donc, il est arrivé maintenant à me laisser les choses. Mais moi aussi, ça a été un bon apprentissage parce que j'ai appris à faire les plans de cours sur la façon qu'on fait les plans de cours ici. J'ai appris la communauté, la promotion des programmes, la recherche des clients, etc. Ce qui est différent d'où nous venons.
Et j'ai fait ça pendant 8 mois. Et après, on m'a embauché pour coordonner comme un programme dans ce même collège. Non, pour enseigner d'abord, et puis aussi pour donner quelques cours, et puis pour coordonner un programme. Mais ce que je voulais dire, c'est que les entrevues, quand on arrive, c'est vraiment une grande barrière. Il y a la barrière, bien sûr, de l'expérience canadienne que nous n'avons pas. Parce que la personne se dit, si je lui donne du travail aujourd'hui, est-ce que, aujourd'hui c'est vendredi, lundi matin, il pourra vraiment être très productif. Il va commencer à appeler, ne sait pas ce qu'il va faire. C'est surtout ça. Alors, seulement je criais, c'est du racisme, c'est de la discrimination, c'est quoi. Mais avec le temps, je vois quand même qu'il y a une logique dans laquelle nous travaillons qui est différente de là où nous venons. Deuxième, bien sûr, c'est cette barrière linguistique, expérience canadienne. Des fois, on dit, OK, tu es trop qualifié. Et puis, d'autres fois, on n'a pas les références. On n'a pas un réseau professionnel. Donc, on ne sait pas, si on vous demande c'est qui peut vous référer, il n'y a personne. Tout ça, c'est à constituer. Et puis, c'était de faire peut-être quelques bénévolats. Et puis, les bénévolats, j'en ai fait des bénévolats. J'en ai fait des bénévolats à ce moment-là. Tout le monde doit en faire au moins. Ouais. Puis, à ce moment, je faisais des bénévolats avec les jeunes et les enfants, les samedis, quoi là. Je faisais comme le programme d'animation, de quoi. Et puis participation au CA, au conseil d'administration de divers organismes. Ça, c'était toujours au Niagara. Et puis dans quelques autres institutions, comme par exemple un conseil consultatif sur un musée, comme il y avait un zoo aussi, qui était dans la région de Toronto, où on commençait comme un programme tropical. Alors on voulait voir comment on peut aider les gens qui viendraient voir, comprendre l'environnement, le système tropical où on pourrait avoir ces animaux, etc. Et d'autres activités connexes qu'on peut avoir. Donc c'est de s'impliquer dans beaucoup de choses, beaucoup de trucs. Une autre chose que je peux dire après, c'était parce que moi, mon background, j'avais enseigné comme assistant à l'université. J'avais fait une thèse de doctorat pour continuer. Alors, on aura aux États-Unis, au Canada, je pensais que je pourrais aussi continuer à enseigner à l'université. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas de référence. Le professeur qui m'a enseigné, qui a dirigé ma thèse, n'est pas nécessairement connu. Donc, on te dit, ça c'est une chose. Mais il y avait aussi que ce que j'avais fait, c'était diriger, orienter vers les milieux tropicaux, que les milieux tempérés à froid. Donc, ça faisait aussi que ça diminuait, ça réduisait mon champ. Et puis, ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait peut-être faire un post-doctoral, 3 ans, avec 3 enfants et tout. Je n'avais pas le temps. Donc, le premier travail que j'ai eu, je l'ai fait. Une autre barrière que j'ai eue, moi, j'ai voulu faire l'enseignement. J'ai voulu aller enseigner. Mais j'ai voulu faire une bac en éducation. À ce moment, c'était même 1 an. Mais ce qu'ils demandaient, c'était d'envoyer les diplômes, mais pas toi-même, à travers l'institution qui vous a formé. Alors, je pouvais avoir celui de France, mais je ne pouvais pas avoir celui du Rwanda, après la guerre. Donc, il y a des barrières comme ça que je ne pense pas, mais il faut passer à travers. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté l'enseignement, que je me suis dirigé vers le collégial petit à petit. Comme immigrant, il faut être armé à apprendre et puis à... Ce n'est pas une ligne droite. C'est un long trajet. C'est un long trajet avec des zigzags et puis avec des imprévus, avec aussi peut-être les mauvaises connaissances. On n'est pas nécessairement bien renseigné, de façon qu'on se met dans quelque chose, mais à la fin on voit, si j'avais su avant, je ne me serais pas dirigé de cette manière-là. Quand j'y pense, des fois, je dis, OK, les 3 années de post-doctorat, peut-être ça aurait été une bonne chose que je l'ai fait à ce moment-là. Mais je voyais l'immédiat. Je ne voyais pas le 10 ans à venir, le 20 ans à venir, le 27 ans à venir, tu vois. Donc, mais on ne regrette rien. Le jour où j'ai eu le passeport canadien, pour moi, c'était déjà réussi. Parce que je disais,
je suis déjà au Canada, j'ai un pays où je peux rester, où je peux évoluer, où je peux à faire ma vie. Ouais. C'était déjà comme une réussite. L'important, c'est vraiment de ne pas baisser les bras, c'est de continuer et de se chercher un chemin. Et il sera différent du chemin des autres. Ouais. Quel était votre avis de la société d'accueil à St. Catharines et quand vous êtes déménagé ici en Alberta? Est-ce que votre avis a changé? Est-ce que c'était bon ou mauvais? Moi, je ne dirais pas que mon avis a changé, mais moi, j'ai changé. OK. Parce que quand j'arrivais, j'étais nouveau. Donc, j'étais content d'être au Canada, d'explorer. C'est ce que j'appelais justement l'île de miel. J'étais content de pouvoir entrer dans la société canadienne, de penser que j'aurais un pays que je peux appeler chez moi. Mais après, quand j'arrive en Alberta, c'est pour le travail, c'est pour ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et en plus de ça que je veux dire, ça c'est les Canadiens en général. Je pense pas que c'est moi seul. J'ai vécu en Ontario pendant 15 ans. Alors quand j'ai déménagé en Alberta, c'était après 15 ans. Quand nous avons déménagé, je ne me suis pas posé des questions. Quand je suis arrivé après 2 mois, 3 mois, j'ai commencé à voir, my God. C'est comme si tu commences et le premier jour que je suis arrivé au Canada. Parce que tu perds tes réseaux, même les petits réseaux. Tu sais, des fois, on n'y pense pas, mais tu vois comme toi, un garagiste, que tu es mécanique, que tu connais. Tu arrives ici, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Ou bien tu es habitué à un magasin, à ce que tu manges, à ce que tu fais, etc. N'oublie pas le gouvernement aussi, la façon que les gouvernements provinciaux fonctionnent, ce ne sont pas la même, c'est pas la même chose. En plus, nous les francophones qui travaillons en français, la façon que le gouvernement provincial conçoit les services en français, ce ne sont pas les mêmes façons. Mais ce que j'allais dire, c'est que chaque province est différente. Je me dis, si j'avais su avant, je n'aurais pas déménagé. Je serais resté à Ontario. Mais après le temps, bon, tu t'y habitues. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui vient avant. Une autre chose que je peux souligner, c'est ceci. Pour les immigrants. Tout le travail que tu fais, que nous réalisons aujourd'hui ou demain, il n'est jamais perdu. Il fait partie de l'apprentissage. Et des fois, tu penses que j'ai changé de l'emploi ou j'ai été mis à pied, etc. Tu penses que c'est perdu. Mais quand tu penses, tu commences un autre, tu vois, le réseau que tu avais commence à revenir. Les choses que tu avais appris, ça commence à revenir. C'est pour ça il faut toujours, vraiment là, quand tu travailles, t'y mettre comme si c'est pour toi. Ce n'est même pas comme pour l'organisme. Ce que tu apprends, personne ne va te l'enlever. Tu l'apprends pour toi. Il faut bien le faire et tu vas le garder et puis ça va te suivre. Des fois, tu ne sais pas comment. Mais moi, ça fait 27 ans. Donc, des fois, je vais donner un exemple et puis j'arrête là. Entre deux collèges, à un moment donné, j'ai travaillé dans un centre d'appel. En 2003, j'ai travaillé comme presque un an dans un centre d'appel bilingue. Et moi, je dis toujours, j'ai appris plein de choses dans ce centre d'appel que personne ne m'aurait appris à l'extérieur. Comme le customer service, le service à la clientèle, parler avec les gens qui sont comme, tu sais, il y a des gens qui appellent, il est prêt déjà à aller à la défensive. Créer un problème. Il commence déjà à crier pour rien. Ça, c'est les autres choses aussi, comment gérer les clients. Il y a un client qui appelle, il manque peut-être quelque chose. Mais si tu lui donnes ça là à 100%, il sera content, il va revenir dans la suite. Mais mon seul point, c'était de dire, partout où tu as passé, tu as appris quelque chose qui est bien pour toi. Qui t'aide dans la suite. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié cette conversation et je l'ai trouvé très éducatif, surtout pour les personnes qui rêvent de venir ici et de vivre ici en tant que Canadien ou même moi en tant que fils d'immigrant. Ça m'ouvre les yeux vraiment au trajet qui est vraiment pris pour venir ici et pour devenir Canadien. Donc, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Merci beaucoup. Le fait est qu'on apprend toujours. On n'arrête pas.